Tu as 15 minutes. Oui. Et bonsoir. J'espère que je vais parler suffisamment haut. Et je ne sais pas si... Enfin, parfois, je m'interrogeais sur la pertinence de venir parler de l'accord du 18 mars. Parce que je crois qu'on en a tellement parlé, la presse en a tellement parlé que je suppose, ou je partais de la base que tout le monde connaît parfaitement le contenu de cet accord. Cela dit quand même, et je trouve que c'est intéressant à la fois de partir un petit peu en amont et voir le contexte, enfin, ou les précédents de ce qui s'est passé pour arriver justement à l'accord. L'accord n'est pas arrivé par hasard. Il y a eu tout un travail en amont et surtout voir un peu les conséquences, mais les conséquences vont être vues à la fois avec Nausicaa, Vicky et Sarah. Et aussi le situer aussi dans une perspective du futur. Et j'espère être suffisamment claire et encore une fois parler suffisamment haut. Pourquoi j'ai dit parler un peu en amont et même parler bien en amont, puisque finalement l'accord avec la Turquie se situe dans les cadres de la politique d'externalisation de la politique d'immigration et d'asile européenne vers le pays tiers. Et ce n'est pas absolument nouveau. Migre-Europe, pour celles et ceux qui le connaissent, est un réseau et qui dénonce depuis des années déjà la question de l'externalisation. Mais on pouvait voir déjà, par exemple, pour celles et ceux qui sont un peu plus âgés que d'autres, que par exemple en 2003, Tony Blair annonçait déjà dans les travaux de l'Union européenne qu'il fallait créer des centres, des transits pour examiner les demandes d'asile des personnes. Bien évidemment, créer ces centres pas à l'intérieur de l'Union européenne, mais à l'extérieur de l'Union européenne. Et pour les personnes qui pouvaient obtenir la protection internationale, pouvaient à ce moment-là arriver sur les sols européens. Donc, je voulais quand même situer ça pour effectivement noter comment c'est une question qui date déjà depuis longtemps. Ensuite, la question spécifiquement avec la Turquie ne date pas non plus du début de 2016. Et si vous avez une bonne mémoire, vous savez que depuis 2015 et même depuis janvier 2015, on commence à voir les premières déclarations officielles à la fois de l'Union européenne et à la fois des gouvernements des États membres de l'Union européenne qui affirment clairement qu'il faut travailler avec la Turquie pour arriver à un accord afin de faire en sorte que la Turquie empêche l'arrivée des personnes sur les sols européens, mais examine les demandes d'asile de toutes les personnes qui, jusqu'à là, il accueillait sur son sol. Ainsi, par exemple, on voit que après tout l'été 2015 et surtout après la découverte de ces petits corps qui a fait tellement couler d'encre, le 23 septembre, lors d'une réunion du Conseil européen, là, l'Union européenne faisait semblant de découvrir qu'il y avait des camps, qu'il y avait des personnes sur les sols de la Jordanie, du Liban et de la Turquie, et qu'il fallait venir en aide, ou qu'il leur fallait venir en aide pour justement subvenir aux besoins ou aider en tout cas ces trois pays à aider les conditions matérielles d'accueil de ces réfugiés. Mais on commençait aussi à ce moment-là, on revenait à ce moment-là avec les déclarations notamment d'Angela Merkel et de François Hollande pour dire il faut continuer à travailler avec Erdogan pour arriver à un accord. À ce moment-là, par exemple, François Hollande disait dans des déclarations publiques qu'il fallait trouver un accord avec l'objectif était surtout de faire en sorte que les réfugiés ne soient pas tentés de venir jusqu'en Europe où ils risquent leur vie. Et en plus, il disait il faut que les Syriens soient retenus au plus près de leur pays d'origine, c'est-à-dire au plus loin des territoires de l'Union européenne. Et le 5 octobre, si vous vous rappelez, 2015, il y a eu la première rencontre officielle, en tout cas, parce que certainement il y a eu des rencontres officieuses, mais en tout cas, il y a eu la première rencontre officielle avec les autorités turques pour arriver véritablement à un accord. Et c'est là où, après le 5 octobre, il est sorti un premier plan d'action où on commence déjà à voir que les contours se dessinent de ce qui va devenir l'accord du 18 mars. Puisque dans ce plan d'action, il y a deux volets. Un volet d'assistance humanitaire, c'est-à-dire l'aide que l'Union européenne va fournir à la Turquie pour venir en aide aux réfugiés, notamment syriens, mais pas uniquement. Et ensuite, tous les volets qu'on peut dire d'externalisation, puisque c'était effectivement voir comment, par quels moyens et par quelles actions, on va faire en sorte que la Turquie empêche des nouvelles arrivées sur les sols européens et comment elle va accueillir les personnes qui pourront être renvoyées depuis l'Union européenne.
À ce moment-là, on parlait d'une aide de l'Union européenne de 1 milliard d'euros. Et vous savez qu'après, elle a été plus consistante puisque c'était 3 milliards par la suite. À ce moment-là encore, on voyait que les déclarations, par exemple, du Premier ministre turc de l'époque, puisqu'il a changé depuis, disaient que la Turquie ne pouvait pas devenir un camp de concentration et que la solution des créations des camps d'enfermement pour demandeurs d'asile ou pour des migrants sur la Turquie était une solution inhumaine, et illégale. Et pourtant, aujourd'hui, et Nausicaa bien va le démontrer, qu'il y a bien création ou encore existence des camps d'enfermement des migrants et de demandeurs d'asile. Je résume, j'avais prévu d'autres choses, mais j'essaie d'accélérer. Désolée. Voilà. Donc, c'est tout un contexte politique qui se précise petit à petit jusqu'à arriver à cet accord du 18 mars, qui a été conclu le 18 mars. J'ai dit très précisément conclu et pas signé, puisque un des problèmes justement de cet accord, c'est que personne jusqu'aujourd'hui, en tout cas personne de la société civile, et je dirais personne n'a vu le moindre texte, le moindre début des textes de cet accord. Donc c'est un accord politique qui pose quand même beaucoup de questions et beaucoup de problèmes, puisque s'agissant d'un accord politique, il n'y a pas de contrôle a priori, ou en tout cas ni le Parlement européen, ni les parlements nationaux, ni le Parlement turc, encore moins, n'a été saisi, ne serait-ce que d'un avis sur la compatibilité de cet accord, sur la viabilité politique, etc. Et ensuite, effectivement, encore moins des points de vue juridiques pour prévoir, par exemple, la procédure à mener, les recours dont seraient susceptibles d'exercer les personnes concernées, etc. Alors, concrètement, donc, tous ces contenus, finalement, il a fallu le concrétiser soit par des articles de presse, soit par des documents de la Commission européenne qu'il fallait quand même décortiquer, analyser pour comprendre à peu près de quoi il s'agissait. Et quel est le contenu précis de cet accord? Donc, revenons sur cette question la possibilité pour les autorités grecques notamment, puisque c'est toutes les personnes qui arrivent sur les sites grecs ou sur le territoire grec, la possibilité de renvoyer toutes les personnes qui viennent depuis la Turquie et qui arrivent sur les sols grecs, qu'il s'agisse soit des personnes qui n'ont pas demandé une protection internationale et qui se trouvent de façon irrégulière sur les sols grecs, ou des personnes qui, tout en ayant ou voulant solliciter la protection internationale, et une fois qu'ils ont pu déposer une demande d'asile, ou en tout cas un début de demande d'asile sur le territoire grec, les autorités grecques vont examiner leur demande d'asile, et si on estime que ces personnes peuvent se voir examiner leur demande sur le territoire turc, elle pourrait être donc, la demande va être considérée comme manifestement infondée ou comme irrécevable ou rejetée pour que on puisse le renvoyer sur les territoires turcs afin que ce soit la Turquie qui détermine ou qui examine cette demande. Sur la base de quoi? En fait, il s'agit, et ça c'est une manière comme l'Union européenne a essayé de habiller juridiquement cet accord, c'est en se basant sur une directive européenne qui a été adoptée depuis 2005 et modifiée en 2013, si mes informations, si mes souvenirs sont bons, sur les notions qui prévoient cette directive, mais qui existent depuis longue date aussi dans les droits d'asile européens. C'est sur les notions des pays d'asile sûrs et pays tiers sûrs. En quoi consiste cela? Il y a quand même des critères dont je vais vous mentionner. Et la directive, donc c'est la directive procédure de 2013, prévoit en effet qu'il y a des critères pour déterminer si un premier pays d'asile, quel est le premier pays d'asile ou quel est le pays tiers sûr, afin de pouvoir renvoyer des personnes qui vont voir leur demande d'asile ou leur demande de protection internationale examinée. Alors, selon l'article 35 de la directive procédure, le premier pays d'asile peut s'appliquer si le demandeur se veut reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays, c'est-à-dire la Turquie, et peut encore se prévaloir de cette protection ou y jouit à notre titre d'une protection suffisante, y compris du bénéfice du principe de non-refoulement. Ça, c'est pour les premiers pays d'asile. S'agissant de la notion de pays tiers sûr,
elle peut être, on peut déclarer un pays tiers sûr lorsque les autorités ont la certitude, c'est-à-dire les autorités de l'Union européenne ont la certitude que dans le pays concerné, le demandeur sera traité conformément à une série de principes, lesquels, celui du respect du principe de non-refoulement, et, absence de crainte pour sa vie ou sa liberté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques, l'interdiction d'éloignement vers un pays où existent des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, et la possibilité de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et d'y bénéficier d'une protection conformément à la Convention de Genève. Par ailleurs, également, il est prévu qu'un pays européen tiers, c'est-à-dire en dehors des États de l'Union européenne, mais membre du Conseil de l'Europe, sera pays tiers sûr si il a ratifié la Convention de Genève sans aucune limitation géographique, dispose d'une procédure d'asile prévue par la loi et a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme et respecte ses dispositions, notamment celles sur un droit à un recours effectif. Donc vous voyez qu'il a plusieurs critères, j'espère avoir été clair à moi en tout cas les critères, et vous vous rendez compte qu'en fait, pas mal des critères qui sont fixés par cette directive ne sont pas respectés par les autorités turques. C'est-à-dire que la Turquie ne réunit pas toutes ces conditions qui sont prévues par la directive et que l'Union européenne ne méconnaît en rien justement cette situation. Vous savez, de toute façon, la Turquie, par exemple, lorsqu'elle a signé la Convention de Genève, elle a opposé une réserve géographique qui fait qu'elle ne reconnaît pas le statut de réfugié à des personnes qui sont originaires des pays non membres du Conseil de l'Europe et que ces personnes ne se voient accorder qu'une protection temporaire et ne bénéficient pas de certains droits. Même si aujourd'hui, la Turquie a mis en place une loi sur l'asile et les étrangers qui prévoit et aussi s'est engagé à prévoir, par exemple, les droits au travail pour les personnes syriennes, afghanes, irakiennes notamment, qui se trouvent sur son sol. Alors, comme effectivement j'ai peu de temps, et qu'est-ce qui se passe alors maintenant? Effectivement, il y a la question de la réadmission par la Turquie des personnes qui se trouvent en situation irrégulière sur le sol turc ou des demandeurs d'asile qui se sont vus rejeter la demande d'asile puisque on a considéré que la Turquie est un pays sûr. Une année aujourd'hui. Et la première partie, l'accord est entré en vigueur le 20 mars, à partir du 20 mars, et les premiers renvois se sont faits, soi-disant, pour des personnes, 411 personnes, je crois, ou un peu moins, et les premières personnes ont été envoyées, soi-disant, parce qu'elles n'avaient pas déposé des demandes d'asile sur les sols grecs, ou parce qu'elles étaient parties volontairement, alors que plusieurs articles de presse font état effectivement des personnes qui ont été renvoyées de force et qui ont été enfermées dans un camp qui se trouve entre Edirne et Istanbul, si mes informations sont bonnes. Ensuite, la base juridique pour ces renvois était, pour ces réadmissions, comme on dit dans le langage juridique, était d'abord l'accord bilatéral Grèce-Turquie de réadmission, et ensuite, à partir du 1er juin, devait prendre le relais l'accord des réadmissions signées et entrées en vigueur entre l'Union européenne et la Turquie. Vous avez entendu certainement parler à la presse que depuis quelques jours, les autorités turques disent que cet accord, ou la modification de cet accord de réadmission qui fait que la réadmission des ressortissants de pays tiers sur les sols turcs ne peut être, est possible à partir du 1er juin, ça a été une modification qui a été faite à la suite de l'accord du 18 mars, ne peut pas entrer en vigueur parce que le Parlement turc n'a pas encore approuvé, ratifié cette modification. La Commission européenne qui a un discours complètement contraire disant que cela s'est fait depuis le 20 mai, mais en fait c'est toujours ces jeux de force qui font à la fois l'Union européenne et les autorités turques, la Turquie disant que de toute façon cela ne se fera tant que l'accord sur la libéralisation des visas va être adopté. Comme je vous ai dit, la réadmission s'est faite sur la base de cet accord. Il y a eu, me semble-t-il, mais maintenant je trouve pas, ce sont 400 personnes qui ont été renvoyées depuis l'entrée en vigueur de l'accord
il y a actuellement, il y a actuellement 7000 demandes d'asile, mais vous allez peut-être confirmer ou donner d'autres informations, des personnes qui sont rentrées sur les sols turcs après le 20 mars, donc qui se trouvent sur des centres de camps d'enfermement et sur les îles grecques. De ces demandes d'asile qui sont en attente, 100 ont été rejetées au motif de la notion des pays tiers sûrs, c'est-à-dire là, on peut vous renvoyer puisque la Turquie est un pays sûr. De ces 100 demandes qui ont été rejetées, 30 ont fait l'objet, 98 ont fait l'objet d'un recours et 30 auraient été acceptées, c'est-à-dire que finalement on a estimé, la commission d'appel d'asile a estimé que finalement la Turquie n'est pas un pays sûr et 2 ont été rejetés. Selon toujours les dernières informations, qui me paraît le plus important, c'est que de ces décisions dont la commission d'appel a confirmé le rejet, c'est-à-dire qu'elle considère que quand même la Turquie est un pays sûr, et il y en a un des cas qui ont été pour lesquels on a saisi la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre des mesures d'urgence et que la Cour a rejeté la demande de cette personne. Il s'agit toujours d'une personne qui a été menacée par l'État islamique et on a considéré qu'il pouvait être renvoyé vers la Turquie vu le délai assez long qu'il avait résidé pour lesquels il avait résidé en Turquie et donc il ne démontrait pas que la Turquie ne pouvait pas lui offrir une protection suffisante. Et désolée, j'avais d'autres choses parce qu'il y avait quand même la question de la libéralisation des visas et vous savez que c'est quand même un des enjeux majeurs outre continuer les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et cette question de libéralisation des visas a fait en fait que la Turquie aussi a imposé des visas à son tour à d'autres nationalités, a signé des accords de réadmission avec des pays tiers, ce qui fait que, en effet, cette question de non-respect du principe de non-refoulement ou d'expulsion vers des pays où les personnes risquent leur vie est plus qu'un danger. Et les faits l'ont démontré. Quelques jours à peine, le 20 mars est entré en vigueur l'accord et le 23 mars, Amnesty International dénonçait déjà que 30 Afghans avaient été renvoyés de la Turquie vers l'Afghanistan, sachant pertinemment que les personnes étaient à risque de mort. Et ces accords de réadmission font qu'effectivement la Turquie peut renvoyer à leur tour les personnes qu'elle admette depuis la Turquie vers leur pays d'origine. Une chose pour conclure, et c'est ça que je voulais un peu aussi dans mes propos, c'est que vous voyez, si je disais la date des débuts des années 2000 et 2003, c'est pour me dire que finalement, dans moins de 20 ans, la question de l'externalisation a beaucoup avancé. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, et la Turquie, l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, je dirais que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est vraiment l'accord qui a démontré jusqu'où, effectivement, les autorités de l'Union européenne sont capables d'arriver pour faire en sorte que les personnes, que les indésirables n'arrivent sur son sol. Mais c'est aussi tout ce qui s'y profile dorénavant. Parce que la Turquie, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire tout le travail qui continue encore dans la voie de l'externalisation. Pas plus tard qu'hier, la Commission européenne a à nouveau publié un document pour revenir sur le processus de Khartoum, le processus de Rabat, et on n'aura pas le temps, peut-être on pourra discuter après pour les personnes qui ne savent pas, mais continuer et avec des pays qui continuent, qui posent autant de problèmes que la Turquie. On peut penser au Soudan, on peut penser à l'Érythrée, on peut penser à l'Irak, on peut penser à l'Iran, on peut penser à tas d'États pour lesquels aujourd'hui l'Union européenne continue à penser qu'on peut passer des accords comme celui qui a été passé avec la Turquie. Et d'ailleurs, dans ce document qu'elle a publié le 7 juin, c'est-à-dire hier, elle énonce que cet accord avec la Turquie a montré les résultats et que c'est incitatif pour continuer sur cette voie. Donc, en tant que militant, en tant que personne citoyenne, je pense qu'il faut continuer à s'interroger comment agir, comment continuer à réfléchir, à agir sur cette question-là, parce que c'est fort préoccupant. Encore une fois, j'ai dit, l'accord avec la Turquie, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt de tout ce qui est en train de se passer, se passe et se passera dans l'avenir. Désolée.